L'antigravité inventée dès l'année 1956, c'est en tout cas ce que laisse paraître cet article étrangement détaillé de la revue Young Men, paru en novembre 1956. Cet article aurait été le seul paru depuis. Est-ce qu'il y a eu censure pour éviter de divulguer la vérité sur les inventions secrètes? Si c'est vrai, c'est révolutionnaire. Cet article mentionne les choses suivantes. Les engins à gravité arrivent. De loin, la source d'énergie la plus puissante est la gravité. En l'utilisant comme énergie, les avions du futur atteindront la vitesse de la lumière. Les avions à propulsion nucléaire ne sont pas encore construits, mais des projets de recherche sont déjà en cours et rendront les super-avions obsolètes avant même leur premier vol d'essai. Aux États-Unis et au Canada, dans des centres de recherche, des scientifiques, des concepteurs et des ingénieurs mettent au point un moyen de contrôler la gravité. Une force infiniment plus puissante que l'atome lui-même. Le fruit de leurs travaux sera des moteurs antigravité fonctionnant sans carburant. Des avions et des vaisseaux spatiaux en apesanteur capables de voyager à 170 000 miles par seconde. Si cela semble trop fantastique pour être vrai, voici un fait à considérer. La recherche sur la gravité est soutenue par Glenn L. Martin Aircraft Co., Convair, Bell Aircraft, Lear Inc., Sperry Gyroscope et plusieurs autres constructeurs aéronautiques américains qui ne dépenseraient pas des millions de dollars pour de la science-fiction. Lawrence D. Bell, le célèbre constructeur d'avions de recherche à réaction, déclare « Nous travaillons déjà avec des carburants nucléaires et de l'équipement pour annuler la gravité. » Et William Lear, le magicien du pilote automatique, planche déjà sur le contrôle de la gravité pour les engins en apesanteur de demain. La gravitation, l'attraction mutuelle de toute matière, qu'il s'agisse de grains de sable ou de planètes, a toujours été le phénomène le plus mystérieux de la nature. Isaac Newton et d'autres grands physiciens ont découvert et décrit les lois gravitationnelles auxquelles il n'a jamais été possible d'échapper. Tout ce qui monte doit redescendre, disait-on. Plus un objet est massif, plus il exerce une attraction gravitationnelle sur les autres, et plus la distance entre les objets est grande, plus la force gravitationnelle diminue. Définir ces lois rigides était tout ce que la science pouvait faire, mais la cause réelle de la gravité était inconnue, jusqu'à ce qu'Albert Einstein publie sa théorie de la relativité. En formulant des lois universelles expliquant tout, des molécules aux étoiles, Einstein découvrit une forte similarité entre gravitation et magnétisme. Les aimants attirent les métaux magnétiques, bien sûr, mais ils attirent aussi et dévient les faisceaux de rayons électroniques. Par exemple, dans un tube cathodique de télévision ou un microscope électronique, les champs magnétiques dévinent les électrons de leur trajectoire rectiligne. On croyait communément que la gravitation des corps n'attirait que la matière, jusqu'à ce que vienne la démonstration spectaculaire d'Einstein du contraire. Avant Einstein, les physiciens étaient convaincus que la lumière voyageait en ligne parfaitement droite. Mais le 29 mai 1919, lors d'une éclipse totale du Soleil, Einstein prouva que les rayons lumineux des étoiles lointaines étaient attirés et déviés par la gravitation solaire. Avec le Soleil éclipsé, on put observer les étoiles et mesurer précisément la courbure de leurs rayons lorsqu'ils passaient près du Soleil en direction de la Terre. Cette découverte donna un nouvel espoir aux scientifiques modernes. On savait déjà fabriquer des aimants en enroulant un fil autour d'un noyau de fer. Le courant électrique circulant dans le fil créait un champ magnétique qu'on pouvait activer ou désactiver à volonté. Peut-être pourrait-on faire de même avec la gravitation. La célèbre formule d'Einstein, E et mc2, le secret de l'énergie nucléaire, ouvrit la voie à de nouvelles recherches sur la gravitation. En explorant la structure interne de l'atome, des scientifiques nucléaires tracèrent l'attraction gravitationnelle jusqu'au noyau atomique. D'abord, ils séparèrent les électrons en bombardant l'atome avec de puissants canons électromagnétiques. Ensuite, avec des bombardements encore plus puissants, ils purent pulvériser le noyau. Le noyau fendu libéra une variété de particules jusqu'alors inconnues. Au cours de telles expériences, le Dr Stanley Deser et le Dr Richard Arnowitz de l'Institut d'études avancées de Princeton découvrirent le coupable de la gravité, de minuscules particules responsables de la gravitation. Sans ces particules G de gravité, un atome de fer, par exemple, se comportait comme n'importe quel autre atome de fer. À une différence près, il était sans poids. Avec le secret de la gravitation exposé, les scientifiques se concentrent maintenant sur la capture des particules G et de leur pouvoir gravitationnel. Ils mettent au point des moyens de contrôler cette force, tout comme l'énergie nucléaire a été maîtrisée dans des réacteurs pour produire de l'énergie utile. Et une fois que le contrôle des particules G sera acquis, le reste ne sera qu'une question d'ingénierie. Selon les ingénieurs de la recherche gravitationnelle, le moteur G remplacera tous les autres moteurs. Avions, automobiles, sous-marins, centrales électriques fixes. Tous utiliseront des moteurs antigravité qui consommeront peu ou pas de carburant. Un rêve de mécanicien. Un moteur G n'aura qu'une seule pièce mobile. Un rotor ou un volant.
Une moitié du rotor sera soumise à un dispositif de dégravitation, tandis que l'autre restera sous l'effet de la gravité terrestre. Avec les particules G neutralisées, la moitié du rotor ne sera plus attirée vers la Terre et s'élèvera pendant que l'autre moitié sera tirée vers le bas, créant ainsi un puissant mouvement rotatif. Une idée plus simple vient de la Gravity Research Foundation de New Boston, New Hampshire. Au lieu de dégravitiser une moitié du rotor, on se contenterait de l'isoler à l'aide d'un absorbeur de gravité. L'autre moitié resterait attirée vers le bas, ce qui produirait également une rotation. Pour expliquer comment fonctionne un absorbeur de gravité, tournons-nous vers le frère jumeau de la gravité, le magnétisme. Si vous possédez une montre ordinaire, vous devez éviter qu'elle ne devienne magnétisée. Même le combiné d'un téléphone peut magnétiser le balancier délicat et dérégler l'heure. C'est pourquoi les montres antimagnétiques sont précieuses. Leur mécanisme est protégé par un boîtier en fer doux qui absorbe les lignes de force magnétique. Même dans un champ magnétique puissant, le balancier protégé reste insensible à l'attraction extérieure. De même, un absorbeur de gravité empêcherait la gravité terrestre d'agir sur la partie protégée de notre moteur G. Appliqué au moteur, un absorbeur de gravité serait une bénédiction. Mais sa véritable utilité serait en construction aéronautique, où les ingénieurs luttent pour gagner chaque once. Bien sûr, un blindage généralisé et la perte totale de poids d'un avion ne sont pas souhaitables. Un avion dégravité serait toujours soumis à la force centrifuge de la rotation terrestre. Libéré de l'attraction gravitationnelle, un appareil totalement sans poids serait expulsé dans l'espace comme des étincelles éjectées d'une meule tournant trop vite. L'avion G résout le problème de la barrière thermique à grande vitesse en créant son propre champ gravitationnel. Le générateur de gravité attire l'air ambiant pour former une couche limite épaisse qui accompagne l'appareil et dissipe la chaleur. Les roues de meulage. Ainsi, le poids ou la gravité devra être réduit progressivement pour le décollage et l'ascension. En vol stationnaire, le poids serait maintenu à un niveau faible, tandis que l'atterrissage se ferait en rétablissant lentement le poids complet de l'appareil. Les ingénieurs qui défient la gravité affirment que le contrôle de cette sustentation est simple. Le bouclier aurait un système semblable à un store vénitien, ouvert pour ne pas créer de portance, fermé pour réduire le poids et augmenter la portance. N'ayant plus besoin d'ailes ni de rotors, l'engin G aurait probablement une forme aérodynamique idéale, une sorte de version affinée d'un vieux ballon dirigeable. Puisque le poids limite la taille des avions actuels, un contrôle parfait de celui-ci permettrait de fabriquer des appareils aussi grands que les paquebots transatlantiques comme le SS United States. Un avion G serait un véritable démon de la vitesse. Un vol d'un bout à l'autre des États-Unis se ferait en quelques minutes, même avec une propulsion classique. Vous vous demandez peut-être ce qu'il en est de la friction de l'air à haute vitesse, la fameuse barrière thermique. Les experts en gravité ont là aussi une réponse. Des scientifiques canadiens dirigés par Wilbur B. Smith, directeur du Project Magnet, imaginent un dispositif produisant un champ gravitationnel dans le vaisseau G. Ce champ attirerait l'air autour pour former une couche limite épaisse qui se déplacerait avec l'appareil. Ainsi, la friction de l'air se produirait à distance du vaisseau et la chaleur serait dissipée avant d'échauffer sa structure. Le champ gravitationnel propre au vaisseau G aurait une autre fonction utile. William P. Lear, président de Lear Inc., fabricant de pilotes automatiques, explique « Toute la matière à l'intérieur du vaisseau ne serait influencée que par la gravité du vaisseau. Ainsi, peu importe la vitesse ou les manœuvres, le corps humain ne ressentirait rien de plus que ce qu'il ressent actuellement sur Terre. En d'autres termes, plus de perte de conscience due à l'accélération. Le vaisseau G pourrait décoller comme un boulet de canon, s'arrêter net avec la même brutalité et les passagers n'auraient même pas besoin de ceinture. Cette capacité d'accélération rapide serait idéale pour un véhicule spatial. Eugene M. Glouaref, président de Glouaref Helicopter and Airplane Corporation à Manhattan Beach en 1956, Californie, a déjà conçu plusieurs vaisseaux spatiaux capables de voyager à presque la vitesse de la lumière. Des fusées électroniques fournissent la poussée vers l'avant et vers l'arrière. Les cabines de l'équipage et des passagers se trouvent également dans le champ gravitationnel propre du vaisseau, rendant ainsi l'accélération et la décélération rapide sans danger pour les occupants. Le rotor du moteur antigravité est partiellement protégé par l'absorbeur de gravité. La force gravitationnelle agit uniquement sur la moitié exposée du rotor, ce qui crée un puissant mouvement rotatif. Ce dispositif particulier est adapté pour propulser des véhicules terrestres. Lorsque le courant électrique de la batterie est activé, la bobine crée un champ magnétique qui repousse le disque en aluminium et le fait jaillir vers le haut. Les vaisseaux du futur pourraient être construits à partir de métaux diamagnétiques, avec une structure atomique spécialement réorganisée. À la vitesse de la lumière, soit environ 960 millions de kilomètres à l'heure, un aller-retour vers Vénus prendrait à peine 30 minutes.
Bien sûr, les fusées chimiques classiques seraient insuffisantes pour de telles vitesses, mais GLOARF prévoit déjà d'utiliser des fusées atomiques. Une telle fusée atomique a déjà été conçue par le Dr Ernest Stullinger, physicien de l'US Army Redstone Arsenal à Huntsville, Alabama. La fusée du Dr Stullinger utiliserait des ions, des atomes ayant une charge électrique positive. Pour produire ces ions, il prend du césium, un métal rare qui devient liquide à 25 degrés. Ce liquide est projeté sur une bobine de platine chauffée à 540 degrés. Le césium ionisé est ensuite accéléré par un canon électromagnétique de 10 000 volts et expulsé à travers une tuyère à une vitesse de 300 000 km par seconde. L'énergie de la fusée à ions du Dr Stullinger proviendrait d'un réacteur atomique ou de l'énergie solaire. Le poids et la taille du réacteur ne poseraient plus problème, car l'ensemble de l'appareil pourrait être dégravité, rendu sans poids. Révolutionnaire certes, mais déjà dépassé par les travaux des physiciens canadiens du Project Magnet. Ces derniers proposent d'abandonner le réacteur nucléaire massif et d'utiliser les champs magnétiques naturels de la Terre et des autres planètes pour se propulser. Comme chacun le sait, deux pôles magnétiques identiques se repoussent, tout comme, dans certaines conditions, un électroaimant repousse les métaux dits diamagnétiques comme l'aluminium. Prenez un anneau plat en aluminium, glissez-le sur un électroaimant puissant et activez le courant. Repoussé par le champ magnétique, l'anneau s'envolera à grande vitesse. Bien sûr, le magnétisme terrestre est trop faible pour repousser un énorme vaisseau G en métal diamagnétique. Cependant, les études récentes sur le noyau atomique et la découverte des particules G permettent de réorganiser la structure atomique, augmentant ainsi considérablement les propriétés diamagnétiques des métaux. Ainsi, un vaisseau G avec un contrôle magnétique pourrait être repoussé par le champ magnétique terrestre et voyagerait le long des lignes de force, comme l'anneau d'aluminium s'éjectant de l'électroaimant. L'univers entier est parcouru de champs magnétiques, ceux des étoiles et des planètes. Ces champs s'entrelacent dans un schéma complexe, mais ils sont toujours présents. En sélectionnant correctement ces champs, nous pourrions guider notre vaisseau G dans l'espace, aussi bien que dans le champ magnétique terrestre. Et l'utilisation de la répulsion magnétique éliminerait le danger de radiation des réacteurs nucléaires et les problèmes liés au carburant atomique. Combien de temps faudra-t-il pour construire ces engins sans poids et les moteurs G ? Les experts en gravité l'ignorent. George S. Trumbull, vice-président responsable du projet G chez Martin Aircraft Corporation, pense que le travail pourrait être réalisé dans le même temps qu'il a fallu pour construire la première bombe atomique. Un autre pionnier de l'antigravité, Dudley Clark, président de Clark Electronics Laboratories à Palm Springs, Californie, pense que quelques années suffiront pour fabriquer des unités de puissance antigravité. Donc voilà, c'était un aperçu passionnant de cet article, je vous le rappelle, qui est sorti dans le magazine Young Men en novembre 1956, soit déjà plus de 60 ans déjà. Le plus étrange dans tout ça, c'est que les articles aussi précis sur l'antigravité ont complètement disparu de la circulation par la suite. Veut-on nous maintenir dans une vision où seulement les fusées à propulsion chimique sont possibles ? Peut-être, mais dans tous les cas, cet article est très troublant et très bien détaillé. Je vous laisse faire vos propres avis. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo les amis, ça aidera au référencement de la chaîne.